Bon, donc ici, explication du modèle de Diamond Dybvig. Je sais pas exactement si c'est comme ça qu'on prononce, on s'en fout. Euh, En fait, c'est assez simple, ça va permettre d'expliquer les paniques bancaires de façon relativement simple et mathématique. Bon, on prend notre cas de départ, ça va se faire en deux temps, l'explication. Mais... Donc ici, on a notre cas de départ. On suppose que il y a un actif d'investissement qui soit... dont le coût est égal à 1. On peut imaginer ce qu'on veut, mais il est assez illiquide, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le retirer quand on veut, et évidemment, plus on le laisse longtemps, plus on le possède longtemps, plus il va apporter d'argent. Donc c'est juste ici, ce que j'explique ici, donc en fait que si on le retire en T1, donc ceci c'est en T0, hein, ça c'est au moment où on achète cet actif, si on le retire en T1, imaginons l'année d'après, ça nous donne une rentabilité 1, et si on le retire en T2, ça nous donne une rentabilité 2. Donc, à ce niveau-là, on va se dire que tout le monde a intérêt, sachant que R2 est supérieur à R1, tout le monde a intérêt à retirer en T2. Oui, mais la vie, elle n'est pas aussi simple que ça, parce que on ne sait pas toujours à l'avance les frais qu'on va avoir. Supposons que vous avez mis beaucoup, vous avez acheté beaucoup de cet actif, il liquide en T0, et que, donc imaginons en janvier 2022, et que, arrivé en juin 2022, vous avez un dégât des eaux chez vous et vous avez besoin de beaucoup d'argent pour faire des travaux. Eh ben, cet argent, vous ne l'avez pas forcément en cash sur votre compte, vous devez le dégager de quelque part. Donc, à ce niveau-là, eh ben, vous allez devoir retirer en T1 pour pouvoir faire vos travaux chez vous. C'est un exemple con, mais l'idée, elle est là. Elle est de dire qu'on ne connaît pas toujours à l'avance les coûts qu'on aura. Et donc, ça explique pourquoi les gens retirent en T1, parce que c'est juste à ce moment-là, c'est après l'achat d'actifs que les gens savent souvent les dépenses imprévues, parce que par définition, c'est imprévu. Bref, donc c'est ceci, on sait qu'on a deux profils, celui qui va retirer en T1, dont la probabilité est égale à petit t. Alors on verra, hein, ça c'est juste comme ceci. On verra ici, on va quantifier petit t, R1, R2, etc. hein. Mais donc on a ce profil qui va devoir retirer dès la fin de la première période, et le deuxième profil qui va retirer à la fin de la deuxième période. Alors ici, comme on est dans un système fini où il n'y a que grand T1 et grand T2, eh ben, si la probabilité d'être du profil T1 égale à petit t, ben, la probabilité du profil T2, qui est donc l'exact opposé, ce sera 1 moins t. Bref, on a aussi ici notre utilité. Alors l'utilité, c'est assez simple. Il suffit juste de dire que c'est la proportion de gens de type T1 multipliée par l'utilité qu'ils vont dégager, plus la proportion des gens de type T2 multipliée par l'utilité qu'ils vont en dégager aussi. Donc cette utilité, c'est pour le système en général dont on parle, et pas pour un individu en particulier. Bon, maintenant on va prendre, si je ne mets pas du café partout, on va prendre un exercice pratique pour voir un petit peu ce que ça donne. On va prendre même deux exercices pratiques. Le premier ici, qui va être un cas tout à fait de base, et puis après, on va voir ce qui se passe quand on fait du pooling, quand les banques font du pooling, pour augmenter la rentabilité et augmenter l'utilité. Bon, cet exemple de base, il est assez simple. Il est donc de dire que une personne sur quatre, que 25%, donc un quart, des gens sont de type 1, donc T1 vont devoir retirer dès la fin de la première période. Ça, c'est ce qu'on sait. Donc, par définition, on en déduit que 1 moins T, donc les gens de type T2, c'est 3 sur 4, hein, 75%, c'est assez simple. Bon, UC, l'utilité qu'on va retirer ici, elle est assez simple. Elle va simplement être de dire que ça va être 1 moins 1 divisé par la rentabilité. En l'occurrence ici 1 et 2. Et voilà, donc la rentabilité, petit R1 c'est égal à 1 et petit R2 c'est égal à 2. Donc si on retire en T1, on ne gagne que 1, si on retire en T2, on gagne 2. De là, on va calculer rapidement l'utilité. Donc on a 1 sur 4 ici, fois donc la part des gens qui vont retirer en T1, hein, ici, fois l'utilité qu'ils vont en dégager, donc 1 moins 1 sur C, on remplace C par 1, hein, C c'est le rendement. Ce petit C ici, c'est ceci, hein, voilà. Donc c'est 1 quart fois 1 moins 1 sur 1, 0, plus les 3 quarts fois 1 sur 1 sur 2. On fait la même chose et on a un total de 0,375. Ça, c'est si on laisse de façon simple, avec la rentabilité de cet actif, sans faire de pooling, je vais expliquer juste après ce que c'est. On a
une rentabilité de 0,375. On va la mettre ici. On va mettre naturel entre guillemets. Hein. C'est 0,375. Comme ça, on l'a en tête. Et on va comparer ce qui se passe avec le pooling et voir si on peut augmenter la rentabilité ou pas. Bon, pour parler assez vite du pooling, hein, le principe, on garde les mêmes choses de base. Donc on a toujours cette formule que j'ai réécrite qui est exactement la même. On garde la proportion de gens qui vont retirer en première période de 1 quart et on garde cette formule-ci pour calculer l'utilité. Ça, ce sont des choses qui sont données. Hein. Les deux taux de rentabilité sont donnés aussi, mais ici, on fait ce qu'on appelle du pooling. Qu'est-ce que c'est le pooling dans une banque ou dans un fonds d'investissement? C'est-à-dire que si votre banque, par exemple, a 10 clients qui viennent donner 1 euro, au lieu d'investir 10 fois 1 euro, elle va investir 10 euros au total. Donc ça va être rassembler l'ensemble des portefeuilles pour avoir donné un effet de masse et pouvoir donner un autre taux, en fait. Parce que si on investit à chaque fois 1 euro, hein, ce qui était le taux avant, enfin en tout cas une unité, on ne pourra donner que la rentabilité directe, donc 1 si on enlève à R1, ou 2 si on enlève à R2. Ici, en investissant tout d'un coup, on peut corriger nous-mêmes et donner un petit peu, sur base d'une rentabilité totale évidemment, mais donner un petit peu la rentabilité qu'on veut, selon qu'on en est en T1 ou en T2. Alors ici, notion importante, c'est que les gens qui retirent leur argent en T1 ne le retirent pas parce qu'ils trouvent ça plus intéressant. Ils le retirent parce que c'est une contrainte, parce qu'ils sont obligés de faire comme ça, parce qu'ils ont absolument besoin de cet argent, sinon ils le placeraient plus longtemps pour gagner plus. Donc le fait de modifier les taux ici ne va rien changer à cette part, sauf si on se retrouve évidemment avec un taux supérieur en temps 1 qu'en temps 2, mais c'est pas le cas, ça serait idiot de faire ça. Bref, ici, mettons que la banque a choisi de donner 1,28 aux gens qui vont retirer en temps 1 plutôt que 1, et 1,83 à ceux qui vont enlever au T2 plutôt que 2. On recalcule notre utilité, c'est donc la même formule, 1 quart fois 1 sur 1,28, le taux ici, plus 0,75, en fait c'est 3 quarts, je sais pas pourquoi j'ai écrit ça comme ça, c'est exactement la même chose, hein, mais donc 3 quarts multiplié par 1 moins 1 sur 1,813. Bref, ça nous donne ici une utilité totale pour le système de 0,391, ce qui est quand même plus, hein, on voit, que les 0,375 de base sans pooling. Mais comme vous l'avez vu, le taux ici, c'est pas le taux naturel de marché, c'est un taux qui a été redistribué, entre guillemets, par la banque. Et quand on regarde attentivement, on se rend compte que le taux, si on enlève au temps 1, il est un peu surévalué. Hein, 1,28 c'est beaucoup plus grand que 1. Et le taux en temps 2 est légèrement sous-évalué. Alors de là, on peut se dire, ouais, attends, si le taux en temps 1 il est surévalué, on donne plus aux gens qui partent au temps 1 que ce qu'ils devraient gagner normalement, on peut avoir un souci si tout le monde veut se barrer en temps 1. Dans quel cas est-ce que tout le monde se barrerait en temps 1? Alors tout d'abord, très très bref rappel sur pourquoi dans notre cas de pooling on a choisi un taux de 1,28 et 1,813. Assez simplement, hein. On suppose, donc on a les mêmes paramètres que tantôt, mais qu'au total dans notre système on est 100 investisseurs qui viennent vers nous. Bon, dans ces 100 investisseurs, on rappelle que 25%, donc 25, partent au temps 1. Alors au lieu juste de leur rendre 100, on va leur rendre 100, moi. Au lieu de leur rendre 1, pardon, ce qui est le taux de marché, hein, le taux original de marché, c'est 1, donc le taux sans pooling, le taux qui va nous rapporter à nous la banque, le placement de cet investissement-là. Donc, bon rappel, hein, c'est que R1 de base, en fait ici, on devrait mettre une petite astérix, ça c'est grâce au pooling, mais le taux de base, le taux que ça va nous rapporter, nous, de le placer en tant que banque, c'est toujours 1 et 2. Ça, c'est la façon dont on va le redistribuer. Bref, donc on imagine, comme j'ai dit, qu'il y a 100 investisseurs, avec un S ça marche mieux, et donc que les 25 qui vont partir en T1, on va leur offrir 1,28. Donc on va un petit peu pomper dans les réserves de petits T2, donc des gens qui vont partir dans un deuxième temps, pour pouvoir offrir plus à ces gens-là. Bon, ça fait qu'on a 1,28 fois 25 personnes, ça fait 32 euros qui sortent de notre système de fonds d'investissement.
Ça fait que donc sur les 100 qui sont rentrés à l'origine, il n'en reste plus que 68. 100 moins 32, 68. Bon, seulement il reste 75 individus encore. Donc on a fixé au début donc R1 qui est égal à 1,28. Maintenant l'idée elle est de se dire R2, entre R1 star, on va dire. Maintenant R2, le 1,813, il faut qu'on le déduise. D'où vient-il? Eh bien simplement, comme j'ai dit, il reste 75 investisseurs dans notre fonds et il reste 68 dollars qui vont chacun donner 2 dollars. 1 dollar va donner 2 dollars par exemple. Ou 1 euro va donner 2 euros, mais l'idée elle est là. Elle est de rappeler qu'à notre taux de marché, s'il reste 2 ans, chaque euro qui reste dans notre fonds d'investissement pendant 2 ans, eh bien, va rapporter 2 euros. Donc on a plus 68, mais 136. Et ces 136 dollars, on va devoir les répartir en 75 investisseurs. Les 75 qui restent en T2, donc on divise 136 par les 75%, donc par 75, et ça nous donne simplement 1,813. Donc voilà d'où vient ce taux-ci. On est obligé d'avoir celui-ci pour pouvoir le déduire. Une fois qu'on a celui-ci, on peut déduire celui-là. Bon, et donc maintenant je parlais du petit souci qu'on a avec ce pooling et de cette surévaluation de R1. Et ben on va voir comment ce souci arrive. Bon voilà, quel est le souci avec tout ça? Ben, pour booster l'utilité en général du marché, on a un peu surévalué R1, donc le taux de redistribution aux gens qui partent en période 1. Et comme on vient de le voir juste ici à l'instant, cette surévaluation ne tient que parce qu'on a seulement un quart des gens qui retirent leur argent en période 1 plutôt qu'en période 2. Mais ce qui est dangereux, c'est s'il y a de plus en plus de gens qui retirent l'argent en période 1, là, ça va commencer à sentir mauvais. Exemple de moment où les gens retirent soudainement, plus tôt que prévu, leur liquidité, eh bien, on a eu tout ce qui s'en est suivi après la faillite de Lehman Brothers en 2008. Autre exemple, c'est ce qu'a connu la Grèce pendant la crise de l'euro autour des années 2010, où, suite à un choc macroéconomique extérieur, on va avoir une augmentation de petit T1, donc la propension des gens qui retirent leur argent plus tôt que prévu. Et comme on l'a vu, cette surévaluation du taux de redistribution en période 1, eh bien en fait c'est comme s'il y avait un effet de levier. C'est la même chose que l'effet de levier en bourse. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne retire son argent en T1, retire le 1 qu'elle possédait, eh ben, ça va retirer 1,28 de notre actif. Donc on voit qu'on a un peu ici, ça c'est un multiplicateur de l'argent que les gens ont. Il y a une surévaluation, comme je l'ai dit. Ce que ça veut dire, c'est qu'il suffit que 79 personnes sur les 100 retirent leur argent en période 1 et on n'a déjà plus d'argent. Et on n'a déjà plus d'argent, ce qui fait qu'il y a 21 personnes qui n'ont plus rien, qui n'auront rien en T2. Et donc ça explique ces bank runs, donc le fait que en période de crise, beaucoup de gens veuillent retirer tout de suite leur argent parce qu'ils craignent de faire partie de ces 21 qui n'auront plus rien. Donc, ils deviennent eux-mêmes des nouveaux T1 et ils accélèrent ce problème, ce qui devient un cycle infernal en fait. Pour ça, on a plusieurs mécanismes en place, notamment le fait d'avoir une assurance dépôt à hauteur de 100 000 euros dans l'Union européenne, c'est-à-dire qu'en cas de faillite bancaire, l'État vous garantit 100 000 euros. Donc si, imaginons que vous êtes chez ING fait faillite, il n'a plus un euro, et que vous avez moins de 100 000 euros, mettons 78 000, eh ben, l'État va vous rendre ces 78 000 euros, quel que soit l'état de solvabilité de votre banque. Donc ça, c'était pour essayer de rassurer les gens, pour éviter qu'on ait une augmentation de petit T1 de la part des gens qui retirent tôt leur argent, parce qu'on a cet effet de levier, entre guillemets, qui fait qu'on peut perdre beaucoup. Donc ça, c'était ce modèle, et j'espère que c'est clair, mais donc voilà, en résumé.